Une synergie d'action entre vecteurs aériens et unités au sol a permis de neutraliser plusieurs groupes terroristes dans la région du Nord. Le renseignement aidant, les criminels ont été pris en chasse de Sitogo jusqu'à Celière-d'Eau où ils ont été verrouillés et frappés avec leur logistique. Les dernières nouvelles du front à suivre dans cette édition. Mois d'octobre, mois du consommant local, une initiative plutôt originale promue par l'UOMOA pour soutenir les économies des États. C'est déjà la 4e édition et au Burkina Faso, on définit des stratégies pour stimuler la consommation des produits et services locaux dans l'espace. Et nous interrogeons ce soir les mécanismes locaux de gestion des conflits, tout un dispositif mis en place pour rétablir l'harmonie dans nos sociétés traditionnelles. Les forgerons, communément appelés maîtres du feu et de la foudre, occupent une place incontournable dans la médiation. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être nombreux à vous joindre à nous pour le 20h sur la RTB. Vecteurs aériens et unités au sol ont travaillé de concert dans la région du Nord avec des résultats à la hauteur de leurs attentes. Le renseignement aidant, plusieurs groupes terroristes ont été pris en chasse de Sitogo jusqu'à Celière-d'Eau où ils ont été verrouillés et frappés avec leur logistique. Les images du front sont commentées par Bienvenue Tansa. Sur la base de renseignements précis faisant état de projets d'attaque d'envergure sur nos vaillantes forces combattantes de Séguénéga ce 12 octobre, les recherches ont permis de détecter une arrivée par petits groupes de quelques centaines de criminels, précisément à Sitigo à 8 km ouest de Séguénéga, installés sous plusieurs arbres en attendant le petit matin pour leur mission funeste. Au petit matin justement, les vecteurs aériens des forces armées nationales entrent en action. Ils seront frappés efficacement dans leur repos qui sera éternel pour beaucoup d'entre eux. Les rescapés prennent donc la fuite, direction le nord, d'où ils sont venus. Ils sont pris en chasse par les vecteurs aériens. À Celière-d'Eau, un groupe fonce sous des arbres pour s'abriter et échapper aux vecteurs. Ils y seront frappés avec succès. La traque des fuyards s'est poursuivie toute la journée en direction du nord. Les unités terrestres ont pu investir et ratisser le premier point de frappe et y ont découvert des cadavres calcinés des criminels ainsi que leur logistique. Plusieurs armes, moyens roulants et de transmission ont également été récupérés par les forces combattantes. Les opérations se poursuivent. Fait-on maintenant le carnet d'audience du Premier ministre. L'ambassadeur de l'Égypte en fin de mission au Burkina est allé présenter ses adieux au chef du gouvernement. Le ministre nigérien de l'Environnement a lui aussi été reçu en audience par le Premier ministre burkinabé. Pinidi Yanou, le point. Le ministre nigérien de l'Environnement, chez le Premier ministre Apollinaire Jakim Son Kelem de Tambela, présent au Burkina Faso dans le cadre des États généraux sur la gestion intégrée des ressources en eau, il dit être chez le chef du gouvernement burkinabé pour une visite de courtoisie. Le sujet à l'ordre du jour, la gestion intégrée des ressources en eau, mais les problématiques liées à l'environnement de manière générale au niveau de ces États. Et tout naturellement, les contingences de l'heure, les questions sécuritaires, les questions de terrorisme qui nous a été injustement imposées et que nous partageons ensemble. Dans la soirée d'hier, l'ambassadeur de l'Égypte en fin de mission est également reçu par le Premier ministre.
Le diplomate égyptien tient à travers cette démarche à rassurer les Burkinabés de son engagement à toujours œuvrer pour que la paix revienne au pays des hommes intègres. J'ai réitéré la volonté du gouvernement égyptien à continuer et accentuer son coopération bilatérale sur plusieurs domaines, notamment la prochaine ouverture d'une ligne d'aviation entre le Caire et Ouaga, la continuité de la formation des cadres et hauts cadres burkinabés, le soutien politique pour le processus au Burkina Faso et le soutien dans ses efforts pour redéployer la stabilité sur l'étendue de ces territoires. Ces audiences à la primature se tiennent dans un contexte où le Burkina Faso et d'autres nations réunies à Ouagadougou entendent mutualiser leurs efforts pour gagner le pari de la gestion pérenne des ressources en eau. Tous fondent l'espoir que ces rencontres de haut niveau apportent un nouveau souffle pour des actions concertées entre nations. C'est déjà la 4e édition du mois du consommant local et comme nous vous l'annoncions en titre, l'initiative est promue dans l'espace UOMOA avec en toile de fond un soutien aux économies des États membres. L'activité est portée par le ministère en charge du commerce qui questionne les acteurs sur les stratégies pour stimuler la consommation des produits et services locaux dans l'espace UOMOA. Le lancement de la 4e édition à Ouagadougou est suivi par Jean-Eudes Bayala et Jérôme Tindano. Savoir compter sur soi-même et faire preuve de créativité pour répondre à ses besoins dans tous les domaines, le Burkina Faso plus que jamais dans cette dynamique. Et c'est le Premier ministre himself qui vient donner le top de départ pour ce mois d'octobre dédié à ce que produisent les Burkinabés. Le consommons ce que nous produisons est ainsi en marche. Au titre des mesures d'incitation à la consommation des produits locaux, plus de 483 milliards de francs CFA du budget national ont été consacrés aux achats institutionnels des produits locaux pour la période allant de 2017 au premier semestre 2023, auquel il faut ajouter l'initiative Consommons local, qui a retenu plus d'une cinquantaine de centres commerciaux des villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et Goudgou pour la phase pilote. À cela, il faut ajouter les 100 produits certifiés et 1000 produits certifiés à coût partagé à la norme nationale NBF. Des personnes physiques et morales, longtemps à l'avant-garde du combat pour la promotion, voire la vulgarisation des produits locaux, reçoivent ici honneur et récompense. La lampe, je peux dire que c'est Thomas Sankara qui l'a allumée. D'autres sont venus encore peut-être mettre du pétrole. La flamme continue. D'autres sont venus encore l'éclairer plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est en train de s'éclairer à merveille. Mettons-nous ensemble, debout, et savoir que c'est l'économie, c'est culturel et que c'est ça qui va être les sources de création d'emplois. Pour des produits made in Burkina, à des prix attractifs, rendez-vous sur le site du CAO. Ces exposants sont là jusqu'au samedi 14 octobre prochain. Et nous retrouvons la délégation burkinabé à Genève. Auprès de la haute commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, le ministre des Affaires étrangères, Olivier Rwamba, a réaffirmé l'engagement du Burkina au respect des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme. La gestion de la crise humanitaire au Burkina a également été évoquée à Genève, mais cette fois avec la directrice générale adjointe chargée des réformes de l'Organisation internationale pour les migrations. Abdelaziz Yadjibou, notre envoyé spécial. Pour sa désignation au poste de directrice générale adjointe de la gestion des réformes de l'Organisation internationale de la migration OIM, Irina Vojakova Solorano reçoit par cette poignée de main les félicitations et les salutations du Burkina. Le Burkina Faso, qui par le truchement de cette délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères Olivier Rwamba, traduit sa reconnaissance à l'OIM pour l'ensemble des actions qu'elle a menées au profit du peuple burkinabé. Tout récemment, avec l'OIM, vous avez dû voir comment on a organisé le retour de nos compatriotes et sur la base volontaire et la diaspora burkinabé qui souhaitait revenir au niveau de la mère patrie. Et le plaidoyer a été aussi fait et pour que sur le plan budgétaire,
un regard particulier puisse être donné pour permettre justement la prise en charge et aussi que des nouveautés en termes de stratégie et de paradigme puissent être intégrées pour aider aussi le Burkina Faso à bien prendre soin de ces migrants. L'OIM, dont la directrice générale adjointe chargée de la gestion des réformes, promet de plaider auprès de ses collaborateurs pour un soutien plus accru au Burkina dans sa quête d'une gestion plus efficace des questions humanitaires. Migration, the flows in l'OIM reste très attentive aux besoins du Burkina Faso et de ses priorités en termes de déplacés internes, comment les soutenir, en termes de comment soutenir dans le cadre du management de la migration et comment apporter les solutions idoines qui permettent au gouvernement d'adresser ces mouvements internes et externes au sein du Burkina Faso. La ministre Olivia Rwamba et sa délégation sont allés réitérer au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme l'engagement du Burkina à renforcer la collaboration. Ils ont marqué leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso afin justement que la question des VDP et aussi d'autres aspects puissent être pris en considération et ils veulent vraiment, à travers leur engagement, aider à mobiliser des fonds pour que vraiment les objectifs que nous nous sommes fixés puissent être une réalité. On a aussi parlé de notre coopération en tant que Haut Commissariat des droits de l'homme avec le gouvernement du Burkina Faso, avec tous les Burkinabés. On est là pour fournir un soutien, travaillant en partenariat et en transparence ensemble. Olivia Rwamba d'exhorter le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a toujours privilégié une démarche constructive et collaboratrice afin de préserver l'excellente coopération qu'il entretient avec le Burkina. Le train voyageur Ouaga-Abidjan reprend bientôt de service et le ministre en charge des Transports est allé s'assurer des commodités et du confort prévus pour accueillir les passagers à la gare de train à Ouagadougou. Ces impressions dans ce compte rendu de Césaire Carfo et Amadou Marcel To qui ont suivi la visite. À un mois de la reprise annoncée du train voyageur Ouagadougou-Abidjan, le ministre en charge des Transports, accompagné des différents acteurs, investissent la gare de train de Ouagadougou pour s'imprégner des travaux de réhabilitation. L'ensemble des innovations dans la chaîne de fonctionnement et le minimum de confort prévu pour accueillir les voyageurs. Alors, pendant que le matériel est en train d'être remis en forme, il était de notre devoir de faire cette sortie pour se rassurer de ce qui se passe comme préparatif au niveau de la gare à Ouagadougou ici. Et ce que nous avons constaté, c'est que des préparatifs sont en cours pour rendre effectif cette reprise courant la période souhaitée. Le train voyageur, ça transporte des hommes et il est normal qu'il y ait un cadre décent pour que les voyageurs puissent se sentir confortables au mieux. Il y a les travaux physiques, vous avez cette plateforme qui a été améliorée, là où on discute actuellement. Vous avez également les travaux qui portent sur le matériel roulant. Et dans l'ensemble, tout devrait aller. L'hygiène et l'assainissement de la gare sont autant de préoccupations également soulevées par le ministre et sa délégation. Des défis que compte relever l'équipe technique dans les délais. L'environnement de la gare, c'est un environnement global. C'est pourquoi le ministre a tenu de voir comment est-ce que cet environnement fonctionne. Est-ce que même si le matériel est réparé, est-ce que même s'il y a des bâtiments, les choses peuvent se dérouler sans problème. Donc ça a été l'occasion de dire aux usagers que ce bien est leur bien et qu'ils devront l'utiliser à bon escient. C'était l'occasion aussi de voir tout autour de la gare qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Nous avons reçu les instructions, nous essayerons d'améliorer et nous pensons tenir dans les délais de novembre comme indiqué. Lentement mais sûrement, toutes les activités inscrites pour un démarrage effectif du train voyageur sont en marche. Et au ministre d'insister encore sur la responsabilité collective de toutes les parties prenantes. Sur ce plateau du 20h d'hier, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement annonçait les états généraux de la GIR, Gestion intégrée des ressources en eau. Eh bien, plusieurs acteurs sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou pour analyser en profondeur les acquis, les défis et perspectives de la GIR au Burkina, l'objectif étant de donner de l'envergure à cet outil tout en accentuant la prise en compte des défis climatiques et sécuritaires. Salifou Belem et Sanou Christine Koulibaly.
La gestion intégrée, c'est le mode de gouvernance des ressources en eau choisi par le gouvernement burkinabé depuis 30 ans. 30 années que des mécanismes sont créés au fur et à mesure et toutes les parties prenantes mobilisées pour gérer de manière équitable, efficace et efficiente les ressources en eau. 3 décennies après, le rétroviseur présente de nombreux acquis. Des acquis qui font du Burkina Faso un cas d'école dans la sous-région de la vie des partenaires. Le Burkina Faso est un creuset et un exemple en la matière en Afrique de l'Ouest avec des résultats très probants, notamment la mise en place des comités de gestion, les comités locaux de gestion de l'eau, la police de l'eau, ainsi que la contribution financière à l'eau, qui sont des résultats très appréciés. Des acquis qui restent perfectibles selon les autorités burkinabées. D'où l'organisation de ces états généraux pour non seulement promouvoir ces acquis et capitaliser les expériences, mais aussi et surtout adapter l'agir au contexte mondialement fait de changement climatique et de crise sécuritaire au plan national et sous-régional. Le défi, c'est de s'adapter. Il faut s'adapter au contexte. Il faut faire les ouvrages hydrauliques autrement, parce qu'on a les défis de changement climatique. Il faut faire les ouvrages hydrauliques autrement, parce qu'on a les défis sécuritaires. Quand on n'a pas accès à une zone pour faire des réalisations, comment on fait pour que la population ait accès à l'eau? Donc c'est à ces genres de défis-là qu'il faut faire face. Et surtout, les défis du financement. Parce que l'ère à l'auto-prise en charge, il faut que les mécanismes de prise en charge soient efficaces. C'est pourquoi on a la contribution financière en matière d'eau qui existe. On va renforcer sa mise en œuvre pour que nous puissions financer l'eau par l'eau. Adaptation à la variabilité climatique et à la donne sécuritaire, mais aussi mobilisation des ressources, les défis de l'agir au Burkina Faso sont communs aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Le sous-sol sahélien regorge des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Comment pouvons-nous faire sortir ces milliards de mètres cubes d'eau qui sont dans notre sous-sol face à la question d'insécurité, comme je l'ai dit, le terrorisme, face aux contingences des changements climatiques? Je pense que voilà un point, en tout cas, de démarrage à l'alliance que nous venons, il y a quelques semaines, de créer entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso sur le Liptako. Et un point de démarrage, donc de départ pour concrétiser effectivement cette alliance. De ces états généraux sont donc attendus des réponses à tous ces questionnements et bien plus. Ils devront mettre à la disposition des décideurs des outils efficaces de gestion des ressources en eau, facteurs de développement et d'équité sociale. Dans le centre-nord, des kits alimentaires estimés à 60 millions de francs CFA ont été remis aux personnes déplacées internes de Pisla et leurs hôtes de 3 communes de la région. Le donateur, l'Institut mondial pour la croissance verte, en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale. Cette remise a aussi marqué le démarrage officiel du projet renforcement de la résilience dans l'axe Kaya-Pisla au Burkina Faso. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo, reportage. 102 tonnes de vivres, 6750 litres d'huile et 1125 kg de sel au profit des personnes déplacées internes de Pisla et leurs hôtes des communes de Kaya, Boussouma et Kolsimoro. Le geste, d'une valeur de 64 millions de francs CFA, est de l'Institut mondial pour la croissance verte. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Renforcement de la résilience sur l'axe Kaya-Pisla au Burkina Faso. Un projet soutenu financièrement par l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA. Et qui est une contribution modeste de l'Institut mondial pour la croissance verte aux efforts déjà conséquents consentis par le gouvernement burkinabé pour répondre aux besoins des personnes déplacées internes dans ces zones affectées par la crise. Le besoin est encore là et donc nous prévoyons l'année prochaine encore de monter en puissance et de fournir encore plus de vivres aux personnes qui en auraient besoin. Depuis que nous avons fui notre localité, ce genre de soutien se multiplie à notre égard. Donc, nous remercions beaucoup le gouvernement et ses partenaires qui se battent pour nous jour et nuit. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement
salue les partenaires pour leur accompagnement constant dans la prise en charge de ces personnes en situation de vulnérabilité. Il exhorte par ailleurs les bénéficiaires à saisir ces opportunités pour garantir leur autonomie afin de ne plus dépendre totalement de l'aide humanitaire. Et c'est l'occasion de les remercier et de faire un appel à tous les acteurs pour qu'ils viennent en appui au gouvernement qui est déjà sur le terrain. Comme on l'a précisé à la cérémonie, nous ne souhaitons pas multiplier ces genres de cérémonies de remise. Nous souhaitons participer à des activités de création d'initiatives, d'emploi, des jardins nutritifs pour que les gens retournent à l'école. Donc c'est un appel à eux pour dire de prendre ces dons-là pour se prendre en charge. C'est un appel à l'autoprise en charge pour que prochainement, ils puissent eux-mêmes produire ce qu'ils veulent pour leur propre consommation et pour l'économie nationale. Cette cérémonie de remise de dons marque également le démarrage officiel des activités terrain du projet renforcement de la résilience sur l'axe Kaya-Piscila au Burkina Faso, mis en œuvre par les ONG APIL et ATAD pour une durée de 36 mois dans la région du Centre-Nord. À Orodara, c'est le début des classes pour les internats psycho-éducatifs. La rentrée scolaire 2023-2024 de ces internats est lancée ce lundi par le ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire. Les pensionnaires ont reçu à l'occasion des kits scolaires d'apprentissage. Témoignage de Hamza Ganami et Moumouni Baro. Diallo Sommet, ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire, accueilli ici chaleureusement par les pensionnaires de la maison de l'enfance André Dupont de Orodara. Elle est là pour le lancement national de la rentrée scolaire 2023-2024 des internats d'éducation spécialisés au Burkina Faso. Une démarche qui traduit l'engagement du gouvernement à faire des droits de l'enfant à l'éducation et à la formation socio-professionnelle une réalité. Il est important pour nous de venir encourager non seulement les encadreurs, mais également ces apprenants-là, ces enfants qui sont dans ces situations privés de famille et qui ne l'ont pas souhaité. Donc il est bon que l'État ait également un regard envers ces enfants pour accompagner leur éducation afin qu'ils puissent un jour produire pour eux-mêmes, s'insérer économiquement et contribuer au développement de notre pays. Pour accompagner ces jeunes, la ministre est venue avec les mains chargées de kits scolaires d'apprentissage à l'endroit des enfants en difficulté. Un chèque de 50 millions de francs CFA a également été remis à chaque direction régionale en charge de la solidarité et de l'action humanitaire au profit des enfants en situation difficile. C'est vraiment une joie parce que si vous recevez votre première autorité, ça veut dire qu'on pense à vous et qu'on vient aussi voir quelles sont vos difficultés. Ça nous galvanise davantage et ça nous permet aussi de montrer nos préoccupations et voir comment est-ce qu'on peut renforcer ce qu'on fait comme prestation. Avant de procéder au lancement officiel de la rentrée, la ministre Nandi Diallo Sommet est allée rendre une visite de courtoisie aux notabilités de la cité du Verger. Elle s'est également rendue chez les autorités provinciales et aussi dans des structures de son ministère pour s'imprégner des réalités du travail de ses collaborateurs. Une gendarmerie en phase avec les défis du moment. Les assises sur la formation des gendarmes se penchent sur le sujet et offrent le cadre à la hiérarchie de réfléchir sur le format de la gendarmerie, son positionnement, ses valeurs fondamentales et ses rapports avec les autres institutions. Les participants auront aussi à se prononcer sur la formation des unités dans les différents centres de formation. Franck Ouedraogo et Aruna Mare nous édifient davantage. De la formation en temps de paix au nouveau contexte marqué par le défi sécuritaire, les missions se sont accrues. La gendarmerie veut épouser l'ère du temps afin de mieux répondre aux enjeux du moment. En présence de tout nouveau chef d'état-major, cette force entame les assises sur la formation en gendarmerie. Il s'agit pour le commandement de faire un bon attelage entre les défis actuels et la formation des hommes. Conscient des enjeux sécuritaire du moment et des implications futures, le commandement de la gendarmerie a entrepris de faire une halte afin de diagnostiquer les limites structurelles, infrastructurelles et pédagogiques des différentes formations offertes à ces personnels, toutes catégories.
Pour baliser le terrain, 3 séminaires sur des thématiques variées se sont récemment tenus. Les acquis de ces travaux vont être discutés lors de ces assises. Ces 3 jours d'échange prévoient 3 panels sur les évolutions dans la formation en gendarmerie, la fonction publique et la fonction militaire, la géopolitique au Sahel et les enjeux sécuritaires. Le panel inaugural permet donc de mieux s'y situer un peu dans cet environnement géopolitique qui impacte notre sécurité nationale. Et cela donc va permettre de mieux adapter le contenu de la formation à tous ces défis sécuritaires qui nous environnent et qui demandent que nous ayons donc une réadaptation des capacités nationales à faire face à ces défis. Vous savez que depuis longtemps, nous avons beaucoup de formations de temps de paix et avec le contexte actuel, il va falloir actualiser les différents curricula et faire en sorte que nous ayons à la fois des combattants et à la fois des personnels aptes à faire de la police judiciaire et toutes les autres missions de la gendarmerie. Donc il faut concilier ces deux-là avec un savant dosage des différents programmes. Ces assises visent à élaborer un document de référence commun aux commandants d'unité, aux écoles et centres de formation de la gendarmerie afin de les rendre encore plus opérationnels. Et en ces temps qui courent, la sous-région ouest africaine a plus que jamais besoin de renforcer l'intégration entre les peuples, une nécessité réaffirmée par la CEDEAO à Ouagadougou face aux acteurs burkinabés qui s'investissent pour une large intégration dans l'espace à travers plusieurs projets et programmes. Adama Guité et Lambert Soma nous en parlent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest passe en revue ses projets et programmes mis en œuvre au Burkina Faso. À cette retraite de coordination et d'information des acteurs de l'intégration régionale, il s'agira entre autres de faire l'état des lieux des différents programmes d'intégration et d'identifier les obstacles dans la mise en œuvre. Cette retraite que la plantation permanente organise, c'est donc pour que tous les partenaires CEDEAO ici au Burkina Faso viennent se retrouver, pour que chacun dise quelles sont ses préoccupations dans la mise en œuvre des projets et programmes. Et puis on apprend à se connaître, on apprend ensemble à connaître les problèmes et puis à trouver les solutions. Donc je pense que c'est une retrouvaille qui est très très importante et très utile pour nous, la représentation, et puis tous ceux qui sont invités. Les projets et programmes de la CEDEAO au Burkina touchent plusieurs départements ministériels. Leur exécution donne des motifs de satisfaction au gouvernement burkinabé. Il y a le tarif extérieur commun, il y a aussi la libre circulation des biens et des personnes, il y a aussi la gestion des conflits. Et vous savez, au regard du contexte actuel, il y a la lutte contre le terrorisme également. Il faudra dire que la CEDEAO quand même fait un grand effort au Burkina Faso au niveau de ces programmes-là. Nous sommes entièrement satisfaits de la mise en œuvre de ces projets. Nous avons vraiment des indicateurs vraiment très favorables. Au cours des travaux, plusieurs communications touchant les différents domaines d'intervention de la CEDEAO seront présentées en plénière. 4e du genre, la retraite de coordination et d'information des acteurs de l'intégration régionale réunit 32 participants. Quelle stratégie pour contribuer davantage au développement des pays africains? C'est la problématique au cœur d'un forum africain, au cœur du Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité qui a ouvert ses portes à Ouagadougou. Les acteurs s'interrogent sur les possibilités d'améliorer les conditions de vie des populations à travers des projets stratégiques. Tous les détails avec Issoufou Kabouri et Chantal Ouedraogo. Le Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité prône l'autofinancement des organisations locales et de développement. La structure est là pour apporter les outils aux organisations afin qu'elles s'investissent pour des projets efficients et répondant aux besoins réels des communautés. Cette rencontre avec les associations et ONG lance ainsi les activités du Forum au Burkina Faso. De voir qu'est-ce qu'on peut améliorer tout en amenant des communautés à ne pas tout attendre. Comme je disais à l'introduction, quand on analyse les choses au niveau village, les gens attendent que la mairie fasse quelque chose et que la mairie s'oriente vers les ONG. Et vous savez aussi que les ONG ne sont pas aussi autonomes financièrement. Elles vont vers d'autres partenaires et aussi l'État, vous voyez un peu ce que ça donne. Mais insister que FAFIP ne collecte pas de fonds, n'est pas une banque, n'est pas une structure de microfinance.
Nous sommes simplement la maison des stratégies de développement endogène. Nous pensons qu'à travers eux, beaucoup de communautés vont changer de paradigme dans les réflexions et se dire nous sommes capables de porter notre développement par nous-mêmes. Et les appuis extérieurs ne seront en ce moment que des appoints. Cette stratégie, à l'image de l'entrepreneuriat communautaire, vise également à appuyer l'État burkinabé à concevoir des projets structurants devant booster le développement local. Le Forum africain pour le financement participatif et inclusif de proximité intervient dans 5 pays, le Mali, le Bénin, le Togo, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso. Le 12 octobre de chaque année est dédié à la vue. C'est dire que le moment est propice pour multiplier les sensibilisations sur la nécessité de bien prendre soin de ses yeux. L'ONG Light for the World a préféré mettre la RTB à contribution pour plaider pour des soins oculaires accessibles et disponibles pour tous. Cela commence par une séance de dépistage des troubles de la vue au profit des agents de la chaîne au cœur des grands événements. Urbain Benito Somé et Estelle Judith Assogba. C'est la journée mondiale de la vue. Le directeur général de la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina, en séance de consultation, acuité visuelle suivi d'autres examens approfondis, et c'est parti pour la campagne de pathologie oculaire au profit du personnel des organes de presse. Nous savons qu'à la RTB, il y a ces lampes projecteurs, il y a ces ordinateurs, il y a également ces téléphones portables que nous utilisons comme outil de travail et qui, sur le long terme, peut véritablement jouer sur la vue du personnel. Alors du coup, c'est un rendement à la baisse. La seconde interpellation, c'est de nous dire certainement qu'en tant que médias de service public, nous faisons un gros travail de sensibilisation, mais il y a lieu de redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts dans la conscientisation de notre personnel, mais également des populations dans leur ensemble, afin que chacun puisse, accorder le maximum d'attention à ses yeux. Aime tes yeux au travail, c'est sous ce thème que la communauté entière célèbre la Journée mondiale de la vue. Une manière pour encourager les employeurs et les employés à donner la priorité à leur vision claire et saine. L'ONG Life for the World en fait son cheval de bataille. Pour mieux faire passer les messages de sensibilisation, elle met en avant les médias en général et la RTB en particulier. Le choix de la RTB est stratégique en termes de mission, mais aussi en termes de canal approprié. Et nous savons également qu'il y a l'audience. La RTB couvre donc l'entièreté du territoire. C'est donc important cet aspect également. C'est aussi à long terme de voir dans quelle mesure on va encore accompagner les employeurs à mettre des dispositifs pour protéger les travailleurs qui sont le plus exposés justement à leurs outils de travail. Pour accentuer la sensibilisation, la RTB et les autres organes de presse reçoivent des affiches comportant des messages clés destinés aux professionnels des médias. Question d'amener ces acteurs à être des relais dans cette campagne de sensibilisation à l'endroit de la population. Le reportage que nous allons suivre nous amène à révisiter les mécanismes endogènes de gestion des conflits. Plusieurs acteurs interviennent par exemple dans la médiation pour maintenir l'harmonie dans nos sociétés traditionnelles. Les forgerons sont très souvent sollicités car reconnus pour être d'excellents médiateurs. Gros plan donc sur cette fonction sociale du forgeron avec Drissa Traoré et Widia Rokiasano. Elle simule ici une séance d'intercession entre le monde des vivants et celui des morts. Un rituel qui invoque les ancêtres pour toucher le cœur de deux personnes en conflit. Par ses faits et gestes, la forgeronne Salmata Sanou matérialise l'une des fonctions dévolues à sa caste, la médiation. Il y a des gens qui sont en conflit avec leur femme ou leur frère à telle enseigne qu'ils ne se parlent plus. Quand ils viennent nous voir, nous faisons appel aux membres de nos ancêtres afin qu'ils se réconcilient. Nous versons de l'eau pour mettre fin au conflit. D'abord, la personne dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui m'a énervé, voilà ce que j'ai dit. Mais à ce moment, nous avons des incantations pendant qu'il parle. À la fin, la personne dit c'est fini chez moi. Mais vous aussi, mes ancêtres là,
que ça finisse aussi chez vous. Le forgeron permet ainsi d'effectuer une sorte de retour sur ce qui a été dit en vue d'annuler une parole malveillante qui entame la cohésion sociale. La conciliation ne se limite pas qu'aux individus, elle peut aussi concerner des familles en conflit. Par exemple, deux familles. Il y a une fille que, par exemple, l'autre famille vraiment voulu épouser. Vous refusez de donner la fille. Il y a eu des paroles jusqu'à ce que vous dites, bon, toute la vie là sur terre, là, toi, ta fille ne veut pas aller se marier dans cette famille-là. Et l'autre aussi répète la même chose. À partir de ces propos, tout mariage entre ces deux familles pourrait avoir des conséquences dramatiques sans une médiation préalable. Et c'est le forgeron qui demande pardon. Donc il demande d'abord à ses ancêtres forgerons de demander le pardon aux ancêtres donc, de cette famille-là. Tu vas de l'autre côté parce qu'eux ils ont parlé aussi, tu vas faire la même chose. Et c'est à ce moment maintenant, les deux familles peuvent s'unir. Pour le sociologue Jacques Nakoulma, les forgerons assument une fonction sociale importante dans les communautés africaines. Et ils sont réputés justement avoir ces puissances-là, d'intervenir, de parler, de toucher les cœurs de certains qui changent. Selon les croyances traditionnelles, le forgeron serait le premier homme que Dieu a créé en le dotant entre autres de ce pouvoir de réparation. Quand vous refusez le pardon d'un forgeron, bon, vous avez des problèmes après, le mal vient après. Et généralement, dans tout le mandé, quand vous refusez le pardon d'un forgeron, quand vous mourrez, on ne vous enterre pas. Au-delà des conflits interpersonnels ou entre familles, ce mécanisme de conciliation endogène pourrait être une solution à la crise que traverse le Burkina Faso. Des hommes capables qu'on n'exploite pas. Moi, je pense qu'il y en a. Il y a des gens encore dans ce pays-là. Moi, je suis sûr que lorsqu'ils parlent, véritablement, ça pénètre. Et les forgerons peuvent justement aller vers ces talents et les inciter, les inviter à contribuer à leur façon pour que la paix revienne. À chacun donc d'œuvrer pour sauvegarder cette terre que nous ont léguée nos ancêtres. Dans la page sport, nous parlons tout d'abord de la CAN 2024. Les différentes poules sont connues. Le tirage au sort vient de s'achever à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est logé dans le groupe D avec l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Lassina Sawadgo à Abidjan. Bonsoir, Lassina. Bonsoir, Lassina Sawadgo. Oui, bonsoir, Monida Kéré. Alors, Lassina, quel est déjà votre avis sur la poule du Burkina? Écoutez, la première grosse information qu'il faut savoir, c'est que le Burkina évoluera du côté de Bouaké, donc à 330 km de la ville d'Abidjan, dans la poule D, que le Burkina a été logé, Monida Kéré, en compagnie, vous le savez déjà, des équipes de la grosse cylindrée qui se trouve être l'Algérie. C'est très important de le savoir. L'Algérie, c'est donc l'équipe phare de ce groupe du Burkina Faso. Le groupe D, Burkina Faso, Algérie, Mauritanie, Angola. La cérémonie vient de s'achever au moment même où vous me posez cette question. Une belle cérémonie clôturée par l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis bien sûr avec la chanson culte de Magic System, premier Gao Monira Kéré. Belle cérémonie. Chaque équipe sait désormais quelle sera sa poule, quelle sera sa ville, quel sera son stade. À présent, il faut aller se préparer et arriver en Côte d'Ivoire en pleine forme. Vous venez de le dire, Lassina Sawadgo, une belle ambiance à Abidjan pendant le tirage au sort. Maintenant que les dés sont jetés, vous qui êtes sur place, et quelle peut être la suite pour les étalons et les supporters du Burkina? Monira Kéré, l'ironie du sort dit que le Burkina doit jouer un match amical le 17 octobre prochain du côté de Casablanca contre un adversaire de son groupe qui se trouve être la Mauritanie. Cette rencontre aura-t-elle lieu? That is the question, comme le disent les Anglais. C'est déjà la première information sur ce tirage au sort. Vous l'avez dit, les dés sont jetés. Le prochain rendez-vous après ces deux matchs amicaux, c'est le mois de novembre où les étalons auront deux matchs, certes, pour la qualification pour la Coupe du Monde, mais en même temps préparatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, désormais à Bouaké. Le ministre des Sports, Dr Boubacar Savadogo, était là dans la salle pour ce tirage au sort, tout comme Moumouni Dagano, Aristide Bansé, le directeur général du Fonds national de la promotion des sports et loisirs,
Ils ont dû aussi avoir beaucoup de sensations lorsqu'on a tiré l'Algérie après d'avoir tiré les autres pays de ce groupe Mounira. Maintenant, il faut se préparer. Comme l'a dit l'entraîneur sans doute, il faut souhaiter que tous les joueurs arrivent en janvier en très bonne forme et qu'on puisse à Bouaké faire de la ville de Bouaké une autre ville du Burkina Faso pendant cette Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous allons souhaiter une très belle compétition aux étalons. Merci Lassina Sawadgo pour ces précisions sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2024. Et je rappelle, le Burkina Faso est logé dans le groupe D avec l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie. Voilà, au niveau local, le compte à rebours est lancé pour les acteurs du département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme qui ont jusqu'au 9 novembre prochain pour trouver successeur à l'équipe du tourisme vainqueur de la 3e édition de la Coupe du ministre. Le ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a lui-même procédé cet après-midi au lancement de joute de cette 4e levée. Césaire Carfo et Maria Motara. Une séance de tir au but pour lancer officiellement la 4e levée de la Coupe du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et si vous regardez fort, peut-être que vous verrez l'un de ces tirs aller au fond des cages. En attendant, les joutes vont s'étendre jusqu'au 9 novembre et concerneront un tournoi de Maracana, mais pas que. Nous avons plusieurs disciplines en jeu, à savoir le Maracana qui va regrouper 8 équipes. 4 équipes côté public et côté privé, 4 équipes aussi qui vont s'affronter pour choisir le meilleur. Alors il y aura aussi la journée des loisirs qui va consister à organiser des jeux de société avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble du personnel pour pouvoir communier ensemble. Placée sous le sceau de la cohésion sociale, cette 4e édition a fort opportunément pour thème le bien-être des acteurs de la communication, de la culture et du tourisme, facteur de développement humain. Le sport est d'abord un facteur de cohésion, c'est un facteur également de convivialité. Ça va permettre bien sûr à l'ensemble du personnel et aux agents du public, tout comme du privé, et du ministère, de pouvoir donc se frotter, mais aussi renforcer la solidarité entre les agents, mais aussi la confraternité. Et au-delà de ça, le sport également est un facteur de bien-être. C'est ce qui donc motive le ministère à accompagner la cellule sport dans la tenue régulière de cette coupe-là, qui, au-delà bien sûr du football, renferme d'autres activités de sport et de loisirs, et auxquelles nous invitons bien sûr l'ensemble des agents à participer massivement. Parce que comme on l'a dit, au-delà de l'élément sportif, c'est surtout le vecteur de cohésion et surtout de solidarité et de fraternité au sein du département que nous souhaitons donc promouvoir. En attendant donc de trouver un successeur à l'équipe des acteurs du tourisme vainqueur de la 3e édition, une séance d'aérobic a clôturé cette soirée de lancement. Et nous revenons sur les dernières nouvelles du front. Vecteurs aériens et unités au sol ont travaillé de concert dans la région du Nord avec des résultats à la hauteur des attentes. Le renseignement aidant, plusieurs groupes terroristes ont été pris en chasse de Situgo jusqu'à Celière-d'Eau où ils ont été verrouillés et frappés avec leur logistique. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Sur la base de renseignements précis faisant état de projets d'attaque d'envergure sur nos vaillantes forces combattantes de Séguénéga ce 12 octobre, les recherches ont permis de détecter une arrivée par petits groupes de quelques centaines de criminels, précisément à Sitigo à 8 km ouest de Séguénéga, installés sous plusieurs arbres en attendant le petit matin pour leur mission funeste. Au petit matin justement, les vecteurs aériens des forces armées nationales entrent en action. Ils seront frappés efficacement dans leur repos, qui sera éternel pour beaucoup d'entre eux. Les rescapés prennent donc la fuite, direction le nord, d'où ils sont venus. Ils sont pris en chasse par les vecteurs aériens. À
Celière-d'eau, un groupe fonce sous des arbres pour s'abriter et échapper aux vecteurs. Ils y seront frappés avec succès. La traque des fuyards s'est poursuivie toute la journée en direction du nord. Les unités terrestres ont pu investir et ratisser le premier point de frappe et y ont découvert des cadavres calcinés des criminels ainsi que leur logistique. Plusieurs armes, moyens roulants et de transmission ont également été récupérés par les forces combattantes. Voilà, c'est ce qui met fin à ce 20h. Sachez que votre fidélité nous honore. Disons-nous à demain lorsqu'il sera 20h s'il plaît à Dieu. Mais avant, retrouvez Ismaël Diloma Sirima à 23h pour la dernière session de l'information. Excellente soirée à tous.